Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal sur CCTV Français, en direct de Beijing. Et à la une de l'actualité, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi s'est entretenu avec son homologue suisse Didier Burkhalter à Beijing. Les deux hommes ont partagé leur opinion sur le resserrement des liens bilatéraux ainsi que sur les questions d'intérêt commun. Didier Burkhalter, le chef de la diplomatie suisse, est en visite officielle en Chine. Lors de leur rencontre, les deux ministres ont décidé d'accentuer leur coopération dans des domaines variés, parmi lesquels le commerce, l'économie, les infrastructures, la finance, les énergies propres, la technologie et les échanges peuple à peuple. Les liens sino-suisses connaissent de nombreuses avancées. Au cours des 65 dernières années, depuis l'établissement des relations diplomatiques, nous avons développé un esprit sino-suisse sur la base de l'égalité, de l'innovation et du gagnant-gagnant. Cela a conduit à la fondation solide du développement des relations entre nos deux pays. Cela a également permis de créer un bon exemple pour une coopération accrue entre la Chine et les autres pays d'Europe. Wang Yi a par ailleurs salué la participation de la Suisse au travail portant sur la finance à l'occasion du sommet du G20. Le ministre suisse des Affaires étrangères a répondu que la Confédération helvétique continuera à jouer un rôle constructif pour promouvoir le développement de l'initiative Une ceinture et une route et pour celui de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures. La Chine est devenue le deuxième partenaire commercial de la Suisse. Le volume du commerce extérieur bilatéral a atteint 50 milliards de dollars. On constate un accroissement du nombre de touristes chinois se rendant en Suisse. De plus, l'accord de libre-échange entre nos deux pays a permis une grande impulsion dans le développement des liens sino-suisses. La première réunion des 20 Sherpas des membres du G20 s'est tenue à Beijing en amont du sommet de 2016 qui doit se tenir en septembre à Hangzhou dans l'est de la Chine. On surnomme Sherpas les représentants personnels des chefs d'État et des gouvernements qui interviennent dans le cadre de la préparation d'un sommet international. La réunion a pour but d'établir des objectifs clairs et un programme pour le sommet du G20. La croissance économique et la gouvernance mondiale feront partie des priorités du sommet. 4 à 5 réunions des Sherpas sont prévues cette année. La deuxième se tiendra à Guangzhou en avril. Le monde attend beaucoup de ce sommet et de la présidence de la Chine. Le G20 peut sortir l'économie mondiale de l'impasse actuelle. Tous les membres sont d'accord pour faire du développement une priorité et pour promouvoir la coopération internationale dans les domaines de l'innovation, du commerce et du développement. Grâce à une coopération renforcée, nous pourrions remettre l'économie mondiale sur le droit chemin. La Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures devrait permettre au marché britannique de se développer hors d'Europe. Plus de détails. En Europe, la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures est perçue comme une chance d'exporter le savoir-faire en matière d'ingénierie. C'est en effet le cas pour des projets comme celui d'un tunnel ferroviaire d'un montant de 25 milliards de dollars. L'ouvrage qui s'étend sous la capitale britannique est presque terminé. À en croire le milieu politique et les économistes britanniques, les entreprises qui ont rendu cela possible sont prêtes à rejoindre les investissements chinois dans la région asiatique. La Chine est déjà un grand investisseur, en particulier dans certains États qui ne font pas partie de la communauté mondiale. La Chine a développé des investissements massifs dans l'infrastructure et l'énergie dans cette partie du monde. Cela semble donc logique qu'elle développe ce véhicule qu'elle pourra exporter dans d'autres pays. Sur les 57 futurs pays membres, une majorité d'États de l'ouest de l'Europe se sont déjà portés candidats. La Banque mondiale basée à Washington a salué l'arrivée d'un nouvel acteur au budget conséquent. À l'évidence, la planète a de grands besoins d'infrastructures. Il existe une grande différence de niveau d'infrastructure dans les pays à bas niveau et même dans les pays à revenus moyens. Donc, en principal, il y a une grande marge de manœuvre pour la finance d'infrastructures au sein des pays en développement. Le ministre britannique des Finances, George Osborne, a déclaré que la banque contribuera à créer des opportunités bénéficiant au secteur commercial du Royaume.
Il s'agit maintenant de faire passer le commerce au-delà d'une Union européenne, alors que le marasme économique s'est emparé de certaines des économies les plus dynamiques dans le monde. La Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures ne consiste pas seulement à posséder une banque. Il s'agit de savoir que ce qu'on peut faire est acquis. Et lorsque l'on divise les capitaux vers différentes régions du monde avec les contacts qui se forment à ces endroits, alors les liens commerciaux se créeront à partir de là. Londres jouit d'une longue et riche tradition de projets d'ingénierie et d'infrastructures. Des projets qui se sont développés sur la planète au cours des siècles. La Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures offre aujourd'hui à la Grande-Bretagne des marchés situés à l'extérieur de l'Union européenne. Merci de nous retrouver pour la deuxième partie de cette édition. Nous reprenons avec de l'économie chinoise qui est plombée par ses capacités excédentaires et les fragilités de son système financier. Toutefois, la Commission nationale pour le développement et la réforme vient de souligner que l'objectif de croissance restait de 6,5%. Il s'agirait du taux de croissance minimal pour que la Chine reste en plein emploi. Écoutons l'analyse des experts financiers. La Commission nationale du développement et de la réforme a rappelé l'objectif de 6,5% de croissance, malgré les pressions déflationnistes et la contraction de l'activité manufacturière. Selon un analyste d'une grande banque chinoise, la Chine a besoin d'une politique monétaire modérément souple pour soutenir les réformes structurelles et la diminution des coûts financiers. La conférence de travail du comité central du PCC sur l'économie a fixé 5 tâches pour cette année: la réduction des capacités industrielles, le déstockage, le désendettement, la diminution des coûts des entreprises et la hausse de l'efficacité industrielle. Ceci va créer de fortes pressions afin de réajuster l'économie. C'est pourquoi nous avons besoin d'une politique monétaire souple et d'un environnement financier stable et d'empêcher une marche arrière au niveau de la restructuration économique. L'an dernier, la Banque populaire a diminué à 5 reprises ses taux d'intérêt et les taux de réserve obligatoires des banques, afin d'atténuer le ralentissement économique. Toutefois, elle pourrait cette année être plus réticente à abaisser ses taux d'intérêt, le yuan ayant plongé un plus bas de 5 ans contre le dollar. De nouvelles réductions des taux d'intérêt pourraient accélérer la chute de la devise, ce qui de facto conduirait pour les entreprises à une hausse des coûts des dettes nominées en dollars. Je pense que la Banque centrale va être plus prudente en matière de baisse des taux d'intérêt, car le yuan subit en permanence des pressions baissières contre le dollar. En ce qui concerne les taux de réserve obligatoires, cela va dépendre de la liquidité. Je pense que cette année, on aura 2 ou 3 baisses des taux de réserve obligatoires. De manière générale, la politique monétaire ne sera cette année pas souple. Au cours des 2 premières semaines de l'année, la Banque centrale a injecté un total de 230 milliards de dollars via des opérations d'open market afin de faire face au manque de liquidité avant la saison des fêtes. Les analystes ne prévoient pas de nouvelles diminutions des taux de réserve obligatoires sur le court terme. Et en marge, l'investissement étranger en Chine a augmenté de 6,4% en 2015. Cette augmentation bénéficie en premier lieu au secteur tertiaire chinois. Le ministère chinois du Commerce a publié ce jeudi des chiffres qui révèlent l'attractivité de la Chine et notamment de son secteur tertiaire pour les capitaux étrangers. En 2015, la Chine a attiré 126 milliards de dollars, soit 781,4 milliards de yuan en investissements directs étrangers non financiers. Cela représente une augmentation de 6,4% par rapport à l'année dernière. Cette augmentation a profité au secteur des services en particulier à hauteur de 17%. Mais d'un point de vue global, ce taux d'investissement direct étranger reste largement inférieur à ceux à 2 chiffres qu'a pu connaître le pays. L'investissement direct étranger en Chine suit à présent de nouvelles tendances. Les fusions et acquisitions deviennent de plus en plus actives. 1466 entreprises sont nées de fusions cette année, soit 14% de plus que l'année dernière. La part des capitaux étrangers est de plus en plus importante dans ces opérations de fusion et acquisition. Elle est passée de 6,3% en 2014 à 14,1% en 2015. Le commerce d'actions américaines est désormais possible en Chine. Les applications sur mobile proposent ce type de service, attirent un nombre croissant de jeunes investisseurs. Les entreprises de courtage en ligne telles que Jimubox ou TigerBroker.com surfent sur cette tendance en se mettant à créer leur propre plateforme d'investissement. Avec le ralentissement de la croissance chinoise et les récents troubles boursiers,
de nombreux investisseurs chinois souhaitent se tourner vers d'autres sources d'investissement, notamment à l'étranger. Jackson Lin a 2 ans d'expérience dans le courtage d'actions étrangères. Il a placé environ 10 000 $ sur le marché américain. Je porte mon attention sur les perspectives à long terme des compagnies. La bourse américaine est davantage orientée vers des investissements de valeur. Désormais, avec les dépréciations du yuan et des actions chinoises, investir en dollars devient plus sûr. Jackson Lin utilise des sites de courtage comme Jimubox et Tiger Brokers pour acheter des actions américaines. Le nombre de jeunes investisseurs souhaitant diversifier leur portefeuille d'actions est croissant. La jeune génération développe une préférence pour les investissements en ligne. Jung Yudong, qui travaille pour Jimubox, raconte que son entreprise a ouvert environ 5000 comptes de courtage pour le marché américain, uniquement sur les 3 premiers jours des opérations du mois dernier. Les clients de moins de 30 ans représenteraient la moitié des investisseurs. Pour l'instant, les investisseurs sont davantage intéressés par les compagnies chinoises listées en bourse américaine, ainsi que par les grandes sociétés américaines. Les actions américaines offrent une grande gamme d'investissements de valeur, non seulement pour les grandes firmes américaines, mais aussi du monde entier. Les jeunes investisseurs qui commencent par de petits investissements développent leur portefeuille avec le temps. Jimubox a abaissé les barrières à l'entrée et convient bien aux jeunes investisseurs. Ces nouvelles applications sur smartphone font de la compétition aux voies de courtage traditionnelles. Le courtage en ligne est plus facile d'accès et l'inscription y est plus rapide, tandis que les voies traditionnelles nécessitent davantage de paperasse. De plus, pour chaque transaction, les commissions ne sont que 2 $ chez Jimubox, contre 6 $ normalement. Enfin, Tiger Broker explique que le courtage en ligne offre une plus grande variété de choix d'investissement. La capacité des entreprises de courtage en ligne à s'adapter rapidement à la tendance chinoise à investir à l'étranger attire l'attention des grands investisseurs tels que Xiaomi et Junfund. Jimubox vient de recevoir un 3e financement d'une valeur de 84 millions $, provenant de plusieurs acteurs, dont la compagnie britannique Investec. Et l'ouverture de l'extension des lignes de métro 12 et 13 à Shanghai a eu lieu il y a quelques semaines. Ces lignes relient à présent les banlieues de Minhang et de Jiading au centre-ville. Par conséquent, les prix immobiliers des banlieues ont flambé. Wan Ning se presse pour acheter un 3 pièces en vue de son mariage. Elle cherche un appartement dans le quartier de Jiading. Elle a cependant réalisé que depuis l'ouverture des nouvelles lignes de métro, le mois dernier, les prix immobiliers du quartier ont grimpé de 20%. Ces appartements restent cependant 50% moins chers que les appartements dans le centre de Shanghai. Mais la rapide hausse des prix et la nouvelle ligne reliant Jiading directement au centre-ville l'ont fait décider. Pour des employés de bureau comme moi, acheter un appartement ici est relativement moins cher et le transport est plus pratique depuis l'ouverture de la ligne 13. Avant, cette zone semblait loin et peu développée. Ces derniers mois, selon le site immobilier anjuke.com, le prix résidentiel de la banlieue de Minhan a vu ses prix augmenter de 400 000 yuans le mètre carré à 430 000 yuans. Selon les analystes, la hausse a été entraînée par une hausse de la demande de la part de personnes comme Wang. Les retours du marché montrent la manière dont les prix immobiliers ont été stimulés dans les zones près de la nouvelle ligne de métro. Il y avait une augmentation au début du mois de décembre et après l'ouverture de la ligne, cette augmentation est devenue plus évidente la seconde moitié de décembre et plus particulièrement pour la première moitié de janvier. Les intérêts d'achat de logements ont également augmenté l'an dernier lorsque la Banque populaire de Chine a baissé son taux d'intérêt de référence des prêts de 5 fois, baissant le taux d'intérêt des prêts de 5 ans de 6,15% à 4,9%. Selon les observateurs du marché, s'il y a davantage de baisse en 2016, il y aura également davantage d'acheteurs. Nombreux sont ceux qui s'attendent à ce que la Banque populaire de Chine continue à baisser les taux d'intérêt. Nous pensons que la réduction des taux d'intérêt aura un impact très important sur le marché résidentiel. Nous pensons que si les taux d'intérêt continuent de baisser, cela permettra à davantage de personnes d'acheter.
Shanghai a encore 10 nouveaux projets concernant les lignes de métro. Cela sera achevé d'ici 2020. L'ensemble du réseau souterrain atteindra 800 km. Les experts de Santa Line Property prédisent une hausse additionnelle de 8% cette année pour les prix immobiliers des banlieues de Minhan et de Jiating. Et de plus en plus de personnes préfèrent utiliser leur téléphone plutôt que leur portefeuille pour faire leurs courses. Cependant, ce moyen de paiement peut être risqué. Aujourd'hui, Suwon a acheté du thé au lait au cours de sa pause déjeuner. Au lieu de payer en liquide, elle a utilisé Alipay et a économisé des dizaines de centimes. Elle a commencé à utiliser cette méthode de paiement au début de l'année dernière et elle en est satisfaite. Je suis plutôt habituée au paiement via mobile. C'est très pratique. Ça fonctionne dans les magasins ou les maisons de thé. Je n'ai pas besoin de prendre du liquide lorsque je sors manger. Je n'ai besoin que de mon téléphone portable. Et parfois, il y a des réductions, ce qui constitue aussi un avantage. Le vendeur de la maison de thé dit que plus de 60% des clients utilisent le paiement via mobile et que la plupart d'entre eux sont jeunes. Selon lui, cette méthode de paiement améliore également l'efficacité au travail. Si un client utilise Alipay, nous n'avons qu'à le scanner et c'est fait. Mais si le client utilise du liquide, alors il nous faut attendre qu'il le sorte puis que nous lui rendions la monnaie. Alipay permet donc de réduire le temps de la transaction de moitié. Actuellement, le marché du paiement via mobile est principalement occupé par Alipay, Tencent et d'autres acteurs plus modestes comme UnionPay Mobile qui travaillent maintenant avec Apple Pay et HCE Cloud Payment. Alipay domine le marché avec une part de marché de plus de 50%. D'après une étude d'Alipay, à Shanghai, son client moyen a dépensé l'an dernier plus de 100 000 yuan via son système de paiement en ligne. Les utilisateurs de ce système augmentant, les clients disent que c'est un moyen sûr pour effectuer de petites transactions. Je l'ai utilisé longtemps et je n'ai jamais eu de problème. Je pense donc que c'est un système sûr. J'utilise Alipay quand j'achète des choses qui ne coûtent pas plus de 20 ou 30 yuan, comme une glace par exemple. Par contre, j'utilise toujours du liquide ou une carte bancaire lorsque je dois régler des sommes plus importantes. Un connaisseur de cette industrie rappelle que si les systèmes de paiement via mobile ne connaissent généralement aucun problème, ils peuvent malgré tout contenir des risques. On a remarqué que le système du code barre connaît encore quelques problèmes. Lorsque les clients scannent un code barre, ils ne savent pas si ce code barre contient un virus ou s'il ne redirige pas vers une page fictive. Un autre risque, c'est celui des données de transaction qui sont des données sensibles susceptibles d'être divulguées. Et il me semble que le troisième risque, c'est finalement le client lui-même. Lorsque vous utilisez votre téléphone portable ou votre portefeuille mobile, vous manipulez des informations très privées. Si vous révélez les informations relatives à votre compte ou si vous révélez votre mot de passe, vous prenez évidemment un risque. Afin d'éviter ce genre de risque, Victor Ye suggère que les clients évitent de cliquer sur des liens qui offrent d'importantes remises ou qui promettent des sommes d'argent. Il rappelle également qu'il est conseillé de changer de mot de passe de temps en temps pour s'assurer que son argent reste à l'abri. Les Jeux Olympiques d'hiver de 2022 à Beijing sont encore bien loin, mais cela n'empêche pas certains petits sportifs chinois de commencer à rêver d'y participer. Pour certains qui jouent déjà au hockey, la chance de recevoir la formation de la part d'anciens joueurs professionnels canadiens est une occasion en or d'atteindre leurs rêves. Reportage de notre collègue de CCTV français, Marc-André Côté. Yang Jianyuan adore le hockey et rêve déjà d'une carrière professionnelle. Quand il a su qu'il pouvait participer à une école de hockey supervisée par d'anciens joueurs de la légendaire équipe des Canadiens de Montréal près de chez lui à Beijing, il n'a pas hésité un seul instant. J'ai 7 ans et j'aime beaucoup jouer au hockey. Le hockey est pour l'instant un sport marginal en Chine. Il y a encore relativement peu de patinoires dans le pays et l'équipement coûte cher. Mais pour plusieurs parents, c'est une occasion de formation qui dépasse largement le sport et qui permet d'inculquer des valeurs importantes à leurs enfants. Ils n'ont donc pas hésité à payer les 1100 yuan, soit environ 170 $ américains, que coûte cette formation pour recevoir les conseils de ces professionnels.
Certainement, le coût élevé empêche certains enfants de pouvoir pratiquer ce sport. Comme parents, nous espérons que le pays va construire davantage de patinoires et qu'il y aura plus d'entraîneurs professionnels pour enseigner les rudiments de ce sport aux enfants et nous fournir de meilleures conditions. Guy Cloutier est un entrepreneur québécois qui construit des patinoires en Chine depuis une quinzaine d'années. Selon lui, l'intérêt des Chinois pour le hockey ne se dément pas, surtout depuis que Beijing a remporté la nomination pour organiser les Jeux olympiques d'hiver de 2022. La croissance peut être exponentielle à mesure qu'on part de très très bas. Mais les chiffres doublent par année. On est rendu dans la région de Pékin avec plus d'une centaine d'équipes. Il y a plus de 2000 nouveaux joueurs qui se sont joints à l'association cette année. Puis c'est pas uniquement à Pékin. Alors c'est du sud au nord et non pas juste dans les provinces traditionnelles. Mais il y a un engouement partout avec des patinoires qui se sont construites dans tous les centres commerciaux. Même si le potentiel de croissance est évident, le travail sur la glace, lui, reste à faire. La Chine ne se classe que 38e au monde à l'heure actuelle et peu de joueurs qui s'entraînent ici arrivent à rivaliser avec les athlètes formés dans les grandes nations de hockey comme le Canada, la Russie ou la Suède. Mais pour l'ancien professionnel et entraîneur Gaston Gingras, la recette du succès est relativement simple. Mais il faut qu'ils jouent. Moi, je veux voir des sourires sur les lèvres des jeunes. Il faut qu'il y ait beaucoup de plaisir à jouer. C'est un jeu. Le hockey, c'est un jeu. Puis lorsque tu t'amuses, tu vas progresser beaucoup plus rapidement. Un conseil que Yang Qiangyuan est bien prêt à suivre. Et avec de la persévérance et l'aide de ses parents, il pourrait bien réaliser son rêve d'atteindre un jour la Ligue nationale de hockey. Marc-André Côté, CCTV, Beijing. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans une trentaine de minutes pour l'Afrique Info. Excellente suite de programme.